J'ai vu cette maladie se transformer. Donc moi, j'ai eu la chance de tout connaître en hémophilie. À la fois les accidents graves, les choses péjoratives, mais j'ai vu aussi la transformation de leur horizon de soins. Donc j'ai vraiment vu cette maladie avec une prise en charge totalement différente, à la fois plus spécialisée, mais qui a permis de dédramatiser aussi. Mais donc, mais leur vie s'est tellement transformée disons qu'en 40 ans, la vie d'un hémophile s'est totalement transformée, quoi. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Je suis désolée de m'arrêter de travailler et de prendre ma retraite. Je prends ma retraite dans une période qui est excessivement riche. Dans ce nouvel épisode, j'ai tenu à donner la parole à Annie Borel-Derlon. Cette médecin hématologue a consacré sa carrière à l'accompagnement de personnes touchées par une maladie hémorragique rare, l'hémophilie tout particulièrement. De là, elle comprend l'intérêt de l'éducation thérapeutique. Elle met en place des séjours dédiés dans des centres de vacances et s'engage auprès de l'Association française des hémophiles, dont elle est aujourd'hui présidente du conseil scientifique. Cet épisode, c'est aussi, pour moi, l'occasion de rendre hommage aux professionnels de santé qui œuvrent au quotidien au service des personnes touchées par une maladie rare, quelle qu'elle soit. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Du fait du contexte sanitaire actuel, Annie Borel-Derlon et moi avons convenu d'un rendez-vous téléphonique. Pendant 35 ans, elle a été un témoin clé de l'évolution de la prise en charge et des perspectives de vie des personnes vivant avec l'hémophilie. L'hémophilie, c'est un tout. Comme toute maladie chronique, c'est un tout. Donc, en fait, il faut aider les patients. On les accompagne à l'hôpital, mais il faut les accompagner dans leur vie, pour leur vie actuelle, leur vie future, dans leur monde familial, scolaire. Très naturellement, en prenant en charge mes patients pendant les consultations et dans la prise en charge thérapeutique, lorsqu'ils étaient hospitalisés, etc., je suis arrivée à la prise de conscience de l'importance de l'éducation thérapeutique. Et c'est ce qui a beaucoup occupé les dernières années de ma vie professionnelle et encore maintenant, je suis encore en activité. En fait, dans la définition pure et dure, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est un enseignement qui rentre dans le parcours de soins du patient. C'est un processus continu qui rentre dans le parcours de soins du patient pour qu'il apprenne à se prendre en charge le plus favorablement possible à domicile et qui prenne son indépendance par rapport à ses équipes de soignants qu'il a autour de lui. C'est vraiment quelque chose qui est adapté à la maladie chronique ou à la survenue d'une maladie chronique. L'éducation thérapeutique, c'est vraiment aider le patient à se prendre en charge, à se respecter ses traitements, à se traiter et à vivre le plus favorablement possible avec sa pathologie, avec sa maladie chronique. Dans des programmes d'éducation thérapeutique, quand on enseigne l'éducation thérapeutique, on dit toujours il y a une première étape dans la relation avec les patients, c'est l'annonce diagnostique. Donc, en fait, les patients hémophiles, tout au long de leur vie, on leur fait de l'annonce diagnostique. Il y a le jour où on annonce le diagnostic, mais il y a tout le reste derrière. Le jour où il y a une complication et on va devoir les opérer, c'est encore une annonce diagnostique. Donc, le jour où ils ont une hémophilie qui se complique d'un anticorps antifacteur 8, par exemple, parce qu'ils s'immunisent contre le produit qu'on leur perfuse, c'est encore une nouvelle annonce diagnostique et difficile. En fait, c'est une pathologie, mais comme beaucoup de pathologies chroniques, malheureusement, c'est une pathologie où on a des annonces diagnostiques répétitives qui sont pas toujours sympathiques. Voilà. Il faut parler, si c'est possible, aux deux parents pour que la cellule familiale ne soit pas n'explose pas, parce que c'est ça le risque aussi. C'est comme dans toute maladie un peu grave, ce qui est important pour l'enfant hémophile, c'est la cellule familiale, sans oublier qu'il y a peut-être d'autres enfants, si c'est pas un premier enfant, et il faut pas oublier la fratrie, parce que la fratrie peut souffrir aussi de ça. Et donc, voilà, il va falloir s'adapter avec cet enfant hémophile en l'entourant le mieux possible, mais sans exclure le reste de la famille. Il y a des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, il y a la place des grands-parents. Alors là, j'arrive sur un côté plus affectif et plus psychologique. Nous, on a essayé de travailler avec certaines familles sur la place des grands-parents. Il y a des grands-parents qui n'osent plus
prendre leurs petits-enfants s'il y a un petit-fils hémophile, parce qu'ils ont peur d'un accident qui arriverait avec eux. C'est rare, mais ça existe. C'est une maladie qui fait peur d'abord parce que, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est que cette maladie. Dans l'esprit du public, quand on dit hémophilie, les gens s'imaginent que les hémophiles, ils vont mourir dans une flaque de sang sur le trottoir. La vue du sang fait peur. Donc les gens ont peur, le public a peur de voir du sang. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de bien faire comprendre aux gens que finalement, l'hémorragie, elle ne se voit pas, puisque c'est dans une articulation. Quand on dit hémophilie, voilà, on s'imagine que c'est des patients qui vont mourir, qui vont se vider de leur sang. Et puis, il y a eu le sang contaminé. Rappelons en effet qu'en France, entre 1984 et 1985, plus d'1 millier d'hémophiles ont été transfusés avec des produits sanguins contaminés par le virus du sida. Nous, on a 2 mamans, dont les enfants sont adultes maintenant. Quand on leur a annoncé que leur fils était hémophile, elles n'avaient pas entendu hémophilie, elles avaient entendu sida. Ils avaient tous les 2 un syndrome hémorragique grave. Elle n'avait pas entendu hémophilie, elle est rentrée chez elle en disant « mais ils ont le sida ». Vous voyez à quel point la séropositivité HIV avait apporté une connotation encore plus négative. Après, quand les gens comprennent qu'il y a un handicap articulaire, c'est le handicap articulaire qui est péjoratif. Et puis, il y a cette notion de transmission. C'est pas une maladie génétique qui apparaît comme ça par hasard. Une maman conductrice qui a déjà eu un enfant hémophile, elle est en panique si elle veut une 2e grossesse à l'idée d'avoir un enfant hémophile. Alors moins maintenant, parce que ça s'est considérablement amélioré avec les traitements. Moi, j'ai pas connu cette période difficile où en plus l'hémophilie était pas traitée. Enfin bon, voilà. Mais du coup, pour vous expliquer que c'est une pathologie qui a une consonance péjorative pour plusieurs raisons. Vous qui avez suivi et accompagné beaucoup de vos patients durant une grande partie de leur vie, vous diriez qu'ils en souffrent de ces connotations péjoratives au quotidien ? Oui, ils en souffrent dans le relationnel. Il y en a qui veulent pas le dire quand ils cherchent pour leur avenir professionnel, ils ne veulent pas dire qu'ils sont hémophiles, par exemple. Ils nous demandent toujours s'ils sont obligés de le dire aux médecins de la médecine du travail. Est-ce qu'ils sont obligés de le dire dans leur environnement professionnel ? Nous, on leur conseille toujours qu'il y ait au moins une personne dans l'environnement professionnel qui le sache. Ne serait-ce que parce que si jamais ils font un malaise, qu'ils tombent, qu'ils ont un choc sur la tête, il faudra pouvoir informer, avertir tout de suite. Mais les patients ne veulent pas le dire. Et chez les enfants, alors encore moins, parce que les enfants, en fait, ils veulent être tous pareils. Ils veulent surtout pas être différents des autres. Donc, ils voudraient pouvoir faire toutes les activités qui leur sont proposées quand ils sont à l'école. D'ailleurs, nous, on a mis en place, maintenant, ça se fait un peu partout, mais très tôt, notre infirmière allait dans les écoles pour faire de la formation à l'école sur l'hémophilie, pour qu'il n'y ait pas trop d'interdits. On s'est trouvé confronté à des institutrices qui avaient tellement peur que les enfants ils restaient enfermés dans la classe à la récréation. Mais pour donner un exemple de la façon dont ces familles peuvent vivre et ces mamans peuvent vivre l'hémophilie, c'est qu'il y a des mamans qui avouent pour leurs enfants petits et même un peu plus grands, enfin qui ont moins de 10 ans, qu'elles n'osent pas leur faire porter de Bermuda, pour pas qu'on voit les bleus qu'ils ont sur les jambes. Et parce qu'elles disent que si elles vont à la piscine avec eux, elles se sentent tout de suite agressées par le regard des autres, parce qu'on pense tout de suite à un enfant battu, forcément, ou qui a reçu des violences. Et ça, c'est quelque chose de dramatique, de terriblement mal vécu. Cette image d'enfant battu, c'est quelque chose, mais toutes les mamans passent par là et en parlent à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est un élément très péjoratif aussi dans la vue de l'hémophilie. C'est vrai que c'est important d'aider les mamans d'hémophiles, de petits garçons hémophiles, à surmonter ça par une explication simple et en disant facilement, faut pas qu'elles aient honte de dire qu'ils sont hémophiles. En fait, on leur apprend à l'expliquer que leur fils est hémophile, pour ne pas faire peur, ça c'est très important. Par exemple, ce qu'on fait aussi, on apprend aux enfants à expliquer en classe qu'ils sont hémophiles, et que s'ils ont des bleus, etc., c'est à cause de leur hémophilie. Ils expliquent à leurs petits camarades ce que c'est que l'hémophilie. Ça rassure les instituteurs et ça rassure les parents. Il faut que les enfants fassent quand même attention quand ils ont un petit copain hémophile dans la classe. Il faut éviter les traumatismes possibles. Et donc, on apprend à l'enfant à se présenter, à expliquer ce qu'il a. Et souvent, il le fait
devant ses petits camarades, devant l'institutrice, et ensuite les parents le font devant les autres parents, les parents de l'enfant hémophile. Et ça a toujours un effet très positif. À la fin des années 90, vous vous lancez dans le développement de stages d'éducation thérapeutique à l'attention des personnes hémophiles, enfants et jeunes adultes en particulier, ce qui est précurseur. Il existait déjà ce qu'on appelait les stages d'autotraitement à l'époque, où quand il y avait... À l'époque, les patients, pour apprendre l'autotraitement, pour une majorité d'entre eux, ils étaient dans des internats. Il y avait des internats pour hémophiles, il y en avait quelques-uns en France. Et donc, pour pouvoir apprendre l'hémophilie le mieux possible, il fallait qu'ils partent en internat. Donc, ils quittaient leur famille. Donc, ça créait des ruptures psychologiques absolument terribles et angoissantes, aussi bien pour les parents que pour les enfants et les adolescents. Donc très vite, je me suis dit, mais faut arrêter, quoi. Ces internats, faut qu'ils puissent se prendre en charge à domicile le mieux possible. Et c'est de là que progressivement, j'en suis venue à ce pourquoi j'étais surtout précurseur, c'était ces stages d'une semaine. C'est-à-dire quitter le milieu hospitalier pour essayer d'être complètement réceptif et surtout d'aborder avec eux de multiples aspects de la vie qui pouvaient leur être interdits à cause de leur pathologie. Pour moi, c'était ça. Et le fait de le faire en dehors de l'hôpital, ça avait un très gros avantage également, c'est que les patients étaient beaucoup plus gais, beaucoup plus réceptifs. Un patient hémophile à l'époque, quand j'ai commencé à les prendre en charge dans les années 90, et s'il fallait l'hospitaliser, mais c'était des comptes d'apothicaire pour essayer de rester le moins possible à l'hôpital. Moi, j'ai vu arriver des jeunes enfants, mais vraiment jeunes, avec une hémarthrose de genou, c'est-à-dire du sang dans une articulation du genou, s'emboîter pour masquer leur hémarthrose dans l'espoir que je ne vois pas qu'ils avaient une hémarthrose et que je ne les hospitalise pas, parce qu'à l'époque, on pouvait les hospitaliser pour une hémarthrose. Donc c'était vraiment, ils n'avaient qu'une idée, c'était ressortir, quoi. Ils venaient à la consultation avec une seule idée en tête, repartir. Donc c'est comme ça que je me suis dit, mais vraiment, si on arrive à mieux se connaître et en dehors du milieu hospitalier, ça pourrait être la base d'une meilleure prise en charge. Et d'emblée, on est parti dans des centres d'accueil où on pouvait avoir le logement adapté, etc., au bord de la mer. Donc quand j'ai commencé à les voir marcher sur le sable, c'était autre chose que de les voir marcher dans un couloir d'hôpital. Et voir comment ils avaient envie de jouer quand ils étaient sur la plage, voir la place très importante des sports nautiques. Enfin, vous voyez, ça s'est fait avec eux progressivement. Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. C'est vrai que j'ai été précurseur surtout dans la façon de réaliser ces stages d'éducation thérapeutique, ces séjours. Ils en gardent tous des souvenirs extraordinaires. Enfin maintenant, les jeunes avec qui on est parti à l'époque, maintenant ils sont tous adultes. Mais une année, vous voyez, pour vous donner un exemple, ça illustre bien. Parce que nos thèmes changeaient tous les ans. Je pouvais pas me permettre de le faire 2 fois dans l'année. Je le faisais qu'une fois. Donc on faisait en fonction des demandes des patients et de l'âge, enfin en fonction des groupes de patients qu'on identifiait. Et une année, on a travaillé sur le thème de l'indépendance par rapport au milieu familial et du voyage. Et on est parti sur une petite île, les îles Chausey, qui sont au large de Granville. Alors là, c'était formidable parce que on prenait le bateau. Et là, on coupait vraiment, les parents nous accompagnaient au bateau et on passait la semaine. Alors la première fois où on est parti que 3 jours parce qu'on voulait voir un peu comment ça se passait. Et l'année suivante, on est parti 1 semaine. Et on les a fait travailler sur, quand je pars en voyage, qu'est-ce que j'emporte? Si je pars en voyage scolaire, il faut que j'ai mon carnet, il faut que j'ai mes médicaments, il faut que je sache expliquer ce que c'est que l'hémophilie. Il faut que j'emporte les petits moyens, c'est-à-dire la crème d'arnica pour mettre sur un bleu, comment est-ce que je mets l'arnica, etc. Et donc ça, on l'a fait, et pour les mettre en situation d'indépendance par rapport aux parents, parce qu'il y a évidemment un lien d'autant plus fort qu'ils sont malades. Il y a aussi tout cet aspect psychologique. C'est la maman qui transmet la maladie, donc il y a cette espèce d'angoisse permanente des parents de qu'est-ce qui va arriver. C'est quand même une maladie à risque hémorragique qui a une consonance excessivement péjorative, de par le sang contaminé, mais aussi parce que l'idée du sang, ça fait peur. Et puis on leur explique qu'il faut éviter d'avoir un coup sur la tête parce que ils risquent l'hématome intracérébral. Donc tout ça c'est grave, c'est pas des accidents mineurs, c'est pas un bleu sur la jambe. Donc vous voyez, pour vous donner une idée, ça c'est des choses que j'ai faites qui étaient un peu originales, mais qui ont été alors terriblement enthousiasmantes. Ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont tous grandi, mais que tous mes jeunes adultes, là, si je leur dis, et si on repartait à Chausey, ils ne demandent que ça. Il y en a qui me demandent encore quand est-ce qu'on retournera à Chausey.
Alors la seule chose que je n'ai jamais faite, c'est d'aller à la montagne. C'est que, j'habite dans une région où c'est plus facile pour des enfants hémophiles d'avoir des activités nautiques que d'aller faire du ski. Mais enfin, cela dit, ils vont faire du ski quand même, je vous rassure. Même si ça m'énerve le ski, je les laisse quand même aller. Enfin, je les laisse. Je leur explique ce qu'il faut faire. Et je leur dis, il y en a à qui j'ai déjà dit, je ne veux pas savoir. Mais il n'y a rien à faire. Ils veulent aller au ski, ils vont au ski. Du coup, on arrive à l'intérêt de proposer et de promouvoir une activité physique adaptée aux personnes vivant avec l'hémophilie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce cheminement ? Très vite, moi, je me suis rendu compte auprès des patients que pour bien vivre une hémophilie, il fallait essayer de la dédramatiser. Donc, il y avait essayer de se faire des injections, mais il y avait aussi essayer de pratiquer des activités sportives, par exemple, puisqu'il y a des tas de sports, en particulier les sports de contact, les sports de groupe, collectifs, qui sont interdits aux hémophiles. Quand vous annoncez une hémophilie à un petit garçon en disant, pour ce qui est du foot, il faudra éviter de jouer au foot, c'est le drame. Il y a des parents qui disent il pourra pas vivre normalement s'il joue pas au foot. Donc si vous voulez, avec cette nouvelle façon de pratiquer l'autotraitement et qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'était pour essayer de les aider à mieux vivre et de pouvoir finalement être plus permissifs s'ils comprenaient bien ce qu'était leur traitement et l'intérêt de ce traitement, pour les aider à mieux vivre leur hémophilie, leur maladie chronique. Il faut qu'ils puissent se muscler en s'amusant. Et c'est comme ça que je me suis intéressée encore plus aux activités sportives qui peuvent être autorisées aux patients hémophiles, et que c'est un côté ludique. Et d'ailleurs, au stage des hémophiles suivants, j'avais fait un stage autour de l'école du cirque et du jonglage. Parce qu'en fait, d'apprendre à jongler, ça fait travailler relativement en douceur, parce que c'est avec des balles légères, les articulations des coudes, des poignets, etc. J'avais pu rencontrer un jongleur et surtout un acrobate, un garçon qui fait des spectacles qu'on appelle des spectacles d'art vivant. Il est venu 2 années consécutives. Et donc, il y avait eu un contact et qui avait travaillé avec les patients en leur disant, ils avaient fait tout un spectacle autour de ça, votre corps est important pour vous, mais moi aussi, moi je suis jongleur, je suis acrobate, et pour moi, mon corps, c'est très important parce que c'est mon métier, mon corps. Et donc, ils ont travaillé là-dessus. Et ça, c'était merveilleux, c'était encore une expérience fantastique. Et d'autant qu'ils ont vraiment réussi à apprendre à jongler. Alors, ils n'ont pas appris que ça, mais le jonglage, ça a été formidable. De pouvoir montrer, parce que quand les parents viennent les chercher au bout d'une semaine, donc on fait une séance d'information pour dire tout ce qu'on a fait dans la semaine, faire un bilan, donc on les voit d'abord en groupe, ensuite on voit les familles une par une, et donc de pouvoir montrer à leurs parents qu'ils avaient appris à jongler. Puis ils n'ont pas tous fait les mêmes choses d'ailleurs. Il y en avait qui jonglaient avec 2 balles selon les âges, puis d'autres avec 4, donc non, c'était très amusant, c'était très sympa, très très sympa. Et donc, je me suis dit vraiment, les activités ludiques, c'est beaucoup plus intéressant et ça les amuse et en même temps, ça les muscle. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à l'activité physique adaptée, qu'on a déposé des programmes. On a d'ailleurs un programme avec une professeure d'éducation physique adaptée qui travaille au CHU, qui est en train de créer un réseau, etc. Ça fait partie des objectifs de l'éducation thérapeutique, des apprentissages qu'on fait avec eux. C'est pour qu'ils aient la meilleure insertion scolaire possible dans l'enfance et ensuite la meilleure insertion professionnelle possible. Et les choses ont considérablement évolué au cours des 20 dernières années parce que les traitements d'abord se sont multipliés. Donc oui, les traitements ont considérablement évolué et les patients ont une vie de plus en plus normale. J'aime pas trop utiliser ce terme de normalité, mais disons qu'elle est la plus favorable possible et avec une insertion professionnelle beaucoup plus facile chez les patients qui savent se prendre en charge, bien sûr. En fait, ils ont de moins en moins de limites, les patients. Mais vraiment, ça s'est considérablement amélioré en 20 ans et les patients sont de plus en plus à même d'avoir une insertion professionnelle normale. En fait, il y a plus de 20 ans, l'espérance de vie des patients était relativement courte et plus courte que la population générale. À l'heure actuelle, l'espérance de vie des patients hémophiles est quasiment la même que des patients non hémophiles, à 2-3 ans près.
C'est-à-dire qu'avec les traitements qui ont considérablement évolué, il y a des patients qui vivent très bien jusqu'à 80 ans. En plus, à l'heure actuelle, comme on a beaucoup évolué en termes de thérapeutique, on est confronté à des patients qui ont des pathologies comme les hommes âgés de la population générale. On est obligé d'aborder des sujets très particuliers, chirurgicaux ou non, tels que les pathologies de prostate, les pathologies cardiovasculaires. Quelque part, on s'initie maintenant avec eux à des pathologies qu'on ne connaissait pas, qu'ils ne rencontraient pas parce qu'ils avaient une espérance de vie plus courte. Vous avez consacré votre carrière à l'accompagnement de personnes vivant avec l'hémophilie. Quel bilan est-ce que vous en dresseriez aujourd'hui ? Je suis désolée de m'arrêter de travailler et de prendre ma retraite. Je prends ma retraite dans une période qui est excessivement riche. Moi, je me dis, j'ai vu cette maladie se transformer. Donc moi, j'ai eu la chance de tout connaître en hémophilie. À la fois les accidents graves, les choses péjoratives, mais j'ai vu aussi la transformation de leur horizon de soins. J'ai vraiment vu cette maladie avec une prise en charge totalement différente, à la fois plus spécialisée, mais qui a permis de dédramatiser aussi. Mais leur vie s'est tellement transformée. Disons qu'en 40 ans, la vie d'un hémophile s'est totalement transformée, quoi. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. Si j'annonce le diagnostic d'hémophilie à une maman à l'heure actuelle, je lui dirais que son fils naît dans une période plus que favorable, puisque le traitement de l'hémophilie s'est transformé, et que, en fait, elle va apprendre avec lui en grandissant ce que c'est que cette symptomatologie, et que surtout qu'elle ait toujours en tête que ça se traite. On va pouvoir le traiter, donc elle peut garder l'optimisme, et je l'aiderai à dédramatiser, parce qu'une hémophilie qui est dédramatisée, c'est un hémophile qui va bien. Vous venez d'écouter le 6e épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméré en a composé la musique, et cet épisode a été réalisé et mixé au studio La Fugitive.